Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire sur la loi de finances organisé par le groupe TGS. Donc, pour ceux qui nous suivent chaque année, vous me connaissez. Donc, je suis Christopher Silly, avocat fiscaliste associé au sein du groupe TGS. Et puis, nouveau venu, Arnaud, qui est plutôt du Nord, moi de l'Anjou. Arnaud, peut-être un petit mot pour te Oui, présenter? bonjour à tous. Effectivement, Arnaud Roussel, expert comptable associé au sein du groupe TGS France et situé dans les Hauts-de-France. Donc, on va vous dérouler un peu une présentation sur la loi de finances avec quelques mots d'introduction. Je dirais que par rapport au traitement médiatique de cette loi de finances depuis le mois de novembre avec Michel Barnier et la conclusion en février avec François Bayrou, beaucoup de bruit pour pas grand-chose au bout. Vous allez voir quelques mesures symboliques qui font un peu le chou gras de la presse, mais sincèrement pas de révolution fiscale du fait de l'absence de majorité à l'Assemblée, hein, vous l'avez compris. Nous, ça nous laisse présager une loi de finances pour 2026, donc qui arrivera cet automne, beaucoup plus dur probablement, dur dans les recettes, dur dans les dépenses. Donc, bon, voilà, petite, petite, petite loi de finances avec des mesures très techniques. Vous avez la possibilité de poser des questions sur le chat. On est accompagné de Laure Masson et de son acolyte Valentin, qui sont chez nous juristes fiscalistes et qui répondent à toutes vos questions en direct sur le chat. Et puis, si on a un peu de temps, on prendra quelques questions aussi à la fin directement. Donc, vous avez le support aussi qui est disponible dans le mode ressources et vous pouvez le récupérer et revisionner ce webinaire pendant 6 mois de mémoire. Donc, vous avez un sommaire un peu classique, le préambule, on va parler du budget, et puis après, 4 parties. Les grosses parties sont la fiscalité des particuliers et des entreprises, un petit point sur la TVA, et vraiment très très léger sur les mesures sociales. Pourquoi très léger? Parce que le projet de loi de finances, enfin, la loi de financement de sécurité sociale vient d'être adoptée. On n'a pas encore tout le détail exactement des mesures, pas de grands changements, donc sur cette partie, on ira assez vite. Je vous donne juste quelques éléments budgétaires qui alimentent un peu ce que je vous disais sur beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Aujourd'hui, là, à l'instant où on se parle, on est à un peu plus de 3 300 milliards de dettes, hein. Vous voyez que c'est exponentiel, notamment depuis 2007-2008 et principalement la crise de 2008-9-10 sur la crise des subprimes aux États-Unis, où on était à peu près allé à 1500 milliards de dettes et aujourd'hui on est à 3300. Ça veut dire qu'on a doublé sous les quinquennats Sarkozy, Hollande et Macron. Évidemment, avec une subtilité, c'est que ces 3300 milliards, on les rembourse jamais, vous le savez. On émet des obligations d'État, quand l'obligation, souvent à 10 ans, lorsque au bout des 10 ans, l'obligation d'État arrive à maturité, à terme, on rembourse l'obligation et on en renouvelle, enfin, on en relève une nouvelle auprès des investisseurs. Problématique, c'est que dans ces années 2010 à 2020, le taux d'intérêt pratiqué par les marchés financiers sur la France était aux alentours de 1%. Donc, 1% de 2000 milliards, ça faisait 20 milliards. Ça restait acceptable dans le budget, même si ça pèse évidemment beaucoup. Aujourd'hui, là, à l'instant où on se parle, je pense qu'on se finance à peu près à 3% à 10 ans. Et donc, quand vous commencez à vous dire que les 3300 milliards de stock de dette vont être à un moment renouvelés à 3% de taux d'intérêt, vous arrivez très vite à 90 milliards potentiels d'intérêt chaque année dans le budget. Évidemment, ça commence à faire mal dans la balance. Doublé à ça, et c'est ce qu'on voit ici, on s'est permis de prendre un petit graphique pour vous montrer que depuis 1974, aucun budget français n'est bénéficiaire. Ils sont tous déficitaires. Alors, quand vous étiez déficitaire dans les années 90, début des années 2000, à 50, 60 milliards, ça pouvait rester acceptable. Quand vous avez commencé à creuser à 180 milliards en 2010, on est très vite quand même redescendu à des niveaux plus bas les années qui suivent. Mais vous voyez, depuis l'année Covid, depuis l'année 2020, entre Covid, inflation, guerre en Ukraine, et potentiellement là demain guerre commerciale, vous voyez qu'on reste sur des niveaux plutôt aux alentours de 160, 170 milliards de dettes chaque année supplémentaire. Et donc notre stock de dettes
évidemment, va faire qu'augmenter. L'année prochaine, on sera probablement à 3500 milliards, et puis l'année d'après, etc., etc. Donc, je vous ai mis la charge de la dette, hein, ça c'est tiré de l'INSEE. La charge de la dette, vous voyez l'évolution en 2020, les intérêts c'était 29 milliards. Vous voyez, en 2025, on nous projette 67 milliards. Et si on allait jusqu'en 2027, 28, 29, vous allez atteindre les fameux 80, 90 milliards. C'est gigantesque. Évidemment, c'est énorme. Euh, et pourquoi c'est énorme? Parce que je vous ai aussi mis de manière très synthétique, c'est tiré de la loi de finances, je l'ai fait exprès, les recettes fiscales. Cette année, à peu près, l'État va tirer 374 milliards de recettes fiscales. Et sur ces 374, il y en a 94 qui représentent l'impôt sur le revenu, 94 milliards. Faut vous dire que dans quelques années, l'impôt sur le revenu servira juste à payer les intérêts de la dette. Ce qui est quand même hallucinant en termes budgétaires. Pour vous donner un ordre d'idée, je crois que le premier poste budgétaire en France, enfin le premier ministère, c'est l'éducation nationale qui doit tourner aux alentours des 50-55 milliards d'euros. Et donc vous voyez que le premier en fait ministère en France, c'est le ministère de la dette, c'est le ministère des intérêts. Donc c'est vrai que beaucoup attendent une petite révolution fiscale, soit on va couper des dépenses, soit on va augmenter des recettes, soit on va faire les deux. Clairement, le budget qui s'annonce pour 2025 n'est clairement pas beaucoup mieux que celui de 2024. On nous a intégré des prévisions de croissance qui ne seront probablement pas, qui ne sont probablement pas réalistes, hein. Je me réfère au Conseil des finances publiques présidé par Pierre Moscovici qui indique que ce que met le gouvernement dans sa loi de finances est trop optimiste, c'est-à-dire on pense qu'on va rentrer trop de recettes par rapport à ce qui va être la réalité. Et donc, on s'oriente potentiellement, encore une fois, à un 150, 160 milliards d'euros de déficit en 2025. Donc, vous voyez que là-dessus, rien n'a changé. Ça continue comme avant. Donc, on va vous dérouler les quelques mesures fiscales, mais encore une fois, rien de bien violent. Arnaud, je te laisse peut-être Oui. démarrer sur l'impôt sur le revenu. Oui, et donc effectivement, on débute avec les mesures qui impactent les particuliers, avec la première mesure, la revalorisation, comme tous les ans, j'allais dire, du barème de l'impôt sur le revenu, avec un relèvement des tranches qui a été fixé pour cette année à 1,8%. Initialement, dans le projet, le taux de revalorisation était prévu à 2, et donc c'est finalement ce taux de 1,8 qui a été retenu. Rappelons tout de même que l'année dernière, le taux de revalorisation était de 4,8%, mais on était encore dans un contexte encore un peu marqué par l'inflation, ce qui est beaucoup moins le cas désormais. Et donc là, vous retrouvez classiquement les 5 tranches d'imposition. Alors, en sachant que, vous savez, hein, François Fillon, en 2011, du fait de la crise, si on reprend le graphique de tout à l'heure, avait créé la fameuse contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, la CEHR, hein, qui est de 3 à 4% supplémentaires, donc qui se rajoute aux 45% pour certains contribuables, ce qui monte à 49 potentiels. Ça n'implique pas les prélèvements sociaux que vous connaissez à 17,2. Et à côté de ça, vous avez un régime qui est ultra favorable, il faut qu'on se le dise, qui est le régime de la flat tax sur les revenus du capital, donc dividende plus-value, où là, on est à un taux forfaitaire à 12,8% d'impôt sur le revenu. Donc 1 euro ou 1 milliard, peu importe, c'est 12,8. Ça, évidemment, c'est ça que Michel Barnier et François Bayrou, on va le voir après, vont vouloir rectifier pour essayer de retrouver des recettes. Oui, on le verra effectivement tout de suite après. Hem, mesure technique qui n'est pas, incluse dans la loi de finances, mais qu'on a jugé important de vous rappeler quand même. Mesure technique puisque le taux de prélèvement à la source va être aménagé. Actuellement, c'est le taux commun qui s'applique, donc le taux applicable pour l'ensemble du foyer. À compter du 1er septembre, en fait, les choses vont être inversées puisque de plein droit, ce qui va se passer, c'est que c'est le taux individualisé qui va s'appliquer, et sur option, il y aura toujours possibilité d'opter pour que le prélèvement
à la source qui s'applique sur chacun des revenus, soit le taux commun du foyer fiscal. Bon, autant rappeler que globalement, bien sûr, ces modalités de prélèvement n'ont pas d'impact sur le montant global de l'impôt sur le revenu payé par le couple qui reste le même. C'est simplement des modalités pratiques de prélèvement qui sont inversées à compter du 1er septembre. Faites attention quand même, hein, vous risquez d'avoir sur des prélèvements à la source, notamment des bulletins de salaire, quelqu'un qui seul, en taux individualisé et peut-être non imposable, va se retrouver avec un net plus fort, ou à l'inverse, quelqu'un qui a un taux seul plus fort que son taux du foyer va se retrouver à se faire prélever beaucoup plus de prélèvements à la source à compter de septembre. Donc, vous risquez d'avoir soit chez vos salariés, soit pour vous, euh, des sujets de ah bah, j'ai l'impression que mon net est plus le même ou on a trafiqué mon bulletin de salaire. Ce sera probablement ce sujet d'actualisation du prélèvement à la source qui chaque année se fait en septembre. Donc vous avez en partie l'explication. Là encore, ni l'entreprise n'est responsable de, de ce changement, ni le salarié. Il faut prendre contact avec les impôts sur votre espace impôts.gouv pour aller demander des explications si vous sentez que il y a un sujet dans l'application de votre taux. Nouvelle contribution qu'évoquait Christopher, effectivement la contribution différentielle sur les hauts revenus, qui a pour but d'avoir un taux d'imposition minimum de 20 appliqué sur le revenu fiscal de référence, hein. Clairement, cette contribution vise à faire contribuer les plus hauts revenus au redressement des comptes publics et en particulier à imposer les bénéficiaires de produits financiers, de dividendes qui sont, comme l'a rappelé Christopher, actuellement taxés à la flat tax au taux de 12,80. Quels sont les contribuables concernés par cette nouvelle contribution? Ce sont pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés, donc ceux qui ont un revenu fiscal de référence supérieur à 250 000 euros. Et pour les contribuables mariés ou pacsés, soumis à imposition commune, les personnes donc qui ont un revenu fiscal de référence supérieur à 500 000 euros. Donc l'idée, c'est effectivement d'appliquer un minima, donc une contribution de, enfin, 20%. d'avoir une imposition au final avec cette contribution qui sera de 20%. Juste Arnaud, si on s'arrête à ce point des 20%, que tout le monde comprenne bien, hein. Aujourd'hui, quand vous avez 500, 600, 700, 1 million de revenus de dirigeants, de salariés, de revenus fonciers, ce que vous voulez, et que vous êtes au barème de l'impôt sur le revenu, vous n'avez pas ce problème de surtaxe. Pourquoi? Parce que si je reprends le barème de tout à l'heure, 0,11, je vous le remets, 0,11, 30, 41, 45, quand vous avez 500, 600, 700, 800 000 euros de revenus, je vous rassure, hein, votre taux moyen est largement supérieur à 20%. Par contre, lorsque vous avez 1 million, 2 millions, 3 millions de plus-value ou de dividendes, là, comme vous êtes à un taux forfaitaire à 12,8, vous êtes très loin des 20%. Donc, cette mesure, elle est là pour rectifier la flat tax. Et donc, c'est quoi l'idée? C'est quand je suis à 12,8%, potentiellement, je peux avoir la contribution Fillon, la CEHR, qui va jusqu'à 4, donc ça fait 12,8 plus 4, 16,8. Et pour aller jusqu'à 20, bah, il faut rajouter 3,2%. Donc, ce qu'on dit, nous, aujourd'hui, à nos clients, c'est que ceux qui vont être concernés par cette contribution en 2025, potentiellement, c'est une hausse de fiscalité maximum, hein, de 3,2%. Et là, je parle bien de tous ceux qui vont avoir des revenus de dividendes ou de plus-value. Mmh. C'est pour ça que nous, au sein du groupe, on avait incité quand même à distribuer plutôt sur 2024 en se disant que 25 et 26 seraient peut-être des années beaucoup plus compliquées en termes de fiscalité des dividendes. Je te laisse reprendre, mais Ouais. c'était important qu'on explique bien Ouais, bien ce sûr, point. ouais, de repréciser cet aspect-là. Effectivement, donc on vous épargne aussi donc toutes les particularités techniques, hein, parce qu'il y a des retraitements qui vont s'opérer sur le revenu fiscal de référence, sur l'impôt lui-même. Donc, nouvelle disposition très technique. Il y aura un mécanisme également de décote qui permettra d'atténuer l'effet de seuil pour les contribuables. Et cerise sur le gâteau, donc il y aura l'obligation pour le contribuable de déclarer lui-même, donc de calculer lui-même et de verser un acompte en fin d'année 2025. Donc un acompte qu'il devra estimer, il devra verser 95 du montant de la contribution, avec des majorations prévues en cas de versement insuffisant. Donc
C'est pas un Compliqué. cadeau, ouais, Ouais. Très complexité compliqué ce technique, sujet. ouais. Mmh. Nous, on reviendra vers nos clients sur ce sujet-là parce que ça veut dire que il faut quand même être en capacité d'estimer l'intégralité de ses revenus sur l'année 2025, un peu en mode anticipé. Faut arriver à calculer la contribution. Il y a tout un mode de calcul de cette contribution qui est pas toujours simple. Et en plus, faut organiser le versement de cette contribution, le tout pour que l'État ait bien un versement de cette contribution directement sur l'année 2025 et pas sur l'année 2026. Bon, sincèrement, c'est censé être une année, cette mesure. Ça doit être temporaire. Il y a d'autres choses qui sont en train de se travailler. Je vous rappelle que à la CMP, à la commission mixte paritaire, on a échappé au retour de l'ISF, mais le retour de l'ISF a été clairement posé dans les débats parlementaires avec François Bayrou. Donc, qu'est-ce que ce sera l'année prochaine comme nouvelle mesure sur le patrimoine, sur les revenus du capital? Est-ce qu'on viendra définitivement augmenter la flat tax? Est-ce qu'on viendra réintégrer un ISF? Est-ce qu'on aura des nouvelles taxes, des nouveaux impôts? Là, on vous a mis la taxe Zuckman pour ceux qui connaissent, mais c'est une taxe pour les très 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 gros patrimoines, hein, plus de 100 millions d'euros. Voilà. La suite est quand même très nébuleuse. Et donc, nous, on craint que l'année 26 et 27 soient beaucoup plus dures encore que l'année 25. Donc, pour ceux qui ont des dividendes à verser et qui ne l'ont pas encore fait en 24 ou en 23, nous, on vous invite quand même à le faire, même avec cette contribution différentielle, parce que potentiellement, ce sera plus dur l'année d'après. Bonne nouvelle quand même, donc la prorogation du dispositif d'abattement, de 500 000 € sur les plus-values pour les dirigeants de PME qui partent en retraite, hein. C'est plutôt pas mal, ça permet de donner de la visibilité pour, les personnes qui doivent partir en retraite dans les prochaines années, puisque ce dispositif était applicable en théorie jusqu'au 31 décembre 2024 et donc il a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2031. Donc on rappelle brièvement ce que c'est, hein, cet abattement. C'est un abattement de 500 000 € qui s'applique sur l'impôt sur le revenu uniquement, pas sur la CSG et les prélèvements sociaux de 17-20, en cas de départ en retraite du dirigeant, sous condition. Il faut avoir exercé l'activité au moins pendant les 5 années précédant la cession, avoir exercé des fonctions de direction et faire valoir ses droits à la retraite et cesser donc toute fonction de direction ou salarié dans les 2 ans qui suivent ou qui précèdent le départ en retraite. Bon, on s'attendait à ce renouvellement. C'est très bien, notamment pour les TPE-PME. Autre mesure, bon ça on s'y attendait, c'était en discussion déjà depuis à peu près 1 an. Mmh. Et donc c'est tombé, la réintégration des amortissements dans le calcul de la plus-value de cession pour les loueurs en meublé non professionnels. On rappelle, hein, que ce dispositif des LMNP est très avantageux, très intéressant parce on pouvait, en tout cas jusqu'au 15 février 2025, à la fois donc déduire un amortissement en mode d'exploitation. Donc quand on est imposé en loueur en meublé non professionnel, on peut déduire des revenus locatifs un amortissement calculé sur la valeur d'acquisition du bien. Et pour autant, lors du calcul de la plus-value, on ne tenait pas compte de cet amortissement, donc ce qui revenait à l'extrême à déduire 2 fois le prix d'acquisition en cours d'exploitation et au moment du calcul de la plus-value. C'est désormais terminé, notamment pour les cessions à compter du 15 février 2025, puisque les amortissements qui auront été déduits pendant la période de location seront donc à réintégrer dans le calcul de l'assiette de la plus-value. Alors bon, pas grand révolution, évidemment, parce que c'était aberrant cette situation où vous aviez à la fois l'amortissement chaque année qui venait casser le résultat et donc la fiscalité, et à la fois quand vous revendiez le bien, on ne tenait pas compte de cet amortissement. Donc il y avait un avantage qu'on ne reprenait pas à la fin. Et vous savez que le système français, il aime bien donner des avantages et vous le reprendre à la sortie. Donc là, ils se sont mis en conformité. Une fois que tout le monde est parti en LMNP, évidemment, ils ont changé la règle, c'est toujours comme ça. Euh, Peut-être ce qui peut rassurer, c'est que vous savez que vous bénéficiez toujours des systèmes d'abattement pour durée de détention. Donc une exo totale de 22 ans pour l'impôt sur le revenu et 30 ans pour les prélèvements sociaux. Donc des gens qui gardent ça très longtemps, qui sont en mode familial, pas d'impact. Évidemment, des gens qui achèteront du meublé ou des appartements meublés pour les revendre 5, 6, 7, 8 ans après, avec de la plus-value,
eux seront impactés, ça, ça reviendra presque un peu comme les revenus fonciers, même si on continue de penser que le régime LMNP reste avantageux, mais vous savez que beaucoup de mairies, beaucoup de communes, notamment sur le littoral, Paris, les zones tendues, mettent de plus en plus de limitations, et ça, je vous invite quand même à faire attention à ça, sur le nombre de nuitées, sur le nombre de jours de location, et vous pouvez prendre des amendes. Je confère la ville de Paris qui a embauché des inspecteurs pour aller contrôler ce sujet des nombres de nuitées. Donc, faites attention, au-delà de la fiscalité, vous avez aussi une réglementation qui n'existait pas avant et qui est de plus en plus présente. Plutôt une bonne nouvelle, un nouvel abattement, pour les dons intrafamiliaux. Donc, cette disposition vise clairement à favoriser la construction de logements neufs et la rénovation énergétique. Le principe, donc, c'est un abattement donc sur les dons, les donations réalisées entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2026 au profit de la descendance du donateur, donc, les dons effectués auprès des enfants, petits-enfants, neveux, nièces, notamment. Avec une condition, il faut que les sommes d'argent, donc il faut que le don soit affecté à l'acquisition d'un immeuble neuf, servant de résidence principale au bénéficiaire du don ou à un locataire, si le bien est donné en location, ou ce don doit être affecté à la rénovation énergétique de la résidence principale du bénéficiaire du don, avec une obligation de conservation du bien par le bénéficiaire pendant au moins 5 ans, suite à l'acquisition ou suite à la réalisation des travaux de rénovation. Donc il y a une limite qui est de 100 000 euros par donateur, par un même donataire, mais un bénéficiaire peut au total bénéficier de dons, enfin, de plusieurs dons, de plusieurs donateurs dans un maximum de 300 000 euros. Donc c'est quand même pas rien. Ouais, alors, je vois la question sur le chat. Alors, je vois plein de questions. Hein, désolé, on pourra pas tout répondre, mais euh, il y en a qui sont un peu interpellés aussi sur le côté location. Moi, ça m'a interpellé. On se le disait hier avec Arnaud sur une autre vidéo. C'est que aujourd'hui, le dispositif te permettrait de donner de l'argent à ton enfant qui achèterait un bien, qui le mettrait en location Mmh. pour quelqu'un qui en ferait sa résidence principale. Donc bon, un peu une location classique, quoi. Quand vous êtes en location nue, souvent c'est la résidence principale du locataire. Ça veut dire qu'en fait, c'est bien plus puissant. Au début, on pensait que ce dispositif, c'était je te donne de l'argent pour que tu achètes ta résidence principale, pour faire simple. En fait, là, aujourd'hui, on serait plus loin. Alors, on attend les commentaires de l'administration, mais ce serait, tu peux acheter un bien pour le mettre en location dès lors que le locataire, il en fait sa résidence principale. Donc, tu peux pas en faire ta résidence secondaire, ça c'est clair. Mais c'est assez favorable pour le coup parce que bah, si vous êtes concerné, vous pouvez donner cet argent à vos enfants. Vos enfants achètent un appartement dans le neuf et puis le met en location. Et dès lors que le locataire il en fera sa résidence principale, a priori, le système fonctionnera. Je reviens aussi sur les LMNP rapidement. C'est un point, je sais, qui est important pour beaucoup de nos clients, mais aussi sûrement pour vous. Oui, il y a certains meublés qui seront pas concernés par cette réintégration de l'amortissement, hein, notamment les résidences étudiantes. Je parle sous le contrôle d'Arnaud Oui, c'est ça, résidence étudiante et les EHPAD. Mmh. et les EHPAD. Euh, oui, vous pouvez vous retrouver à payer de l'impôt alors même que vous revendez moins cher que le prix d'achat. Pourquoi? Parce que votre prix d'achat, au fur et à mesure des années, va être diminué des amortissements. Et donc, il y a un moment, vous pouvez vous retrouver à être en plus-value, alors même qu'économiquement, vous allez vendre moins cher que le prix économique d'achat. Ça, c'est une réalité. Et deuxième point, l'exo-résidence principale n'est pas touchée. Aujourd'hui, les résidences principales restent exonérées euh, de plus-value. Ça ne bouge pas, même si vous savez que c'est la seule vraie exonération qui reste en France. Vous êtes exonéré de tout impôt, peu importe le montant de la plus-value. Et ça, évidemment, l'administration lorgne un peu sur le sujet. Il ne faudra pas s'étonner si un jour, il y a un sujet qui se présente sur les résidences principales. Donc, voilà, je, je file, mais voilà les principales informations Ouais, aussi sur le NMNP. ouais, et pour revenir à cet abattement, donc il se cumule avec les autres dispositifs d'abattement déjà existants, hein, déjà Oui, de 100 000 voilà, € et l'abattement Sarkozy de 31 865 €. Donc c'est bien un abattement supplémentaire. c'est supplémentaire. Oui. Mmh.
Autre disposition, donc l'augmentation du taux des droits de mutation sur les acquisitions immobilières, hein, ce qu'on appelle en règle générale de façon impropre les frais de notaire, puisque dans ces «frais de notaire» entre guillemets, il y a une très grosse part qui est, constituée par les droits de mutation et notamment par les droits qui sont, appelés, et votés par les départements et donc les départements auront la possibilité de, voter des taux, qui pourront aller jusqu'à 5. Le taux maximum actuellement était de 4,50 et donc possibilité temporaire entre avril 2025 et mars 2028 de porter ce taux de droit de mutation à 5. Ce qui est pas neutre, hein, quand même, Non. comme on le montre sur l'exemple, hein, pour un projet à 300 000 €, ça fait quand même une augmentation de 1 500 €, des frais d'acquisition. Vous savez que quand on leur avait déjà autorisé ça il y a quelques années, tout le monde, je crois qu'il y a 92 ou 13 départements qui avaient passé la hausse. Bon là, ça va être un peu la même histoire. Rappelez-vous, hein, ça c'est notre ami Michel Barnier qui en novembre-décembre est au congrès des maires et en fait, du fait de la baisse des impôts, de la suppression de la taxe d'habitation, etc., décide de leur affecter des ressources supplémentaires à travers l'augmentation des droits d'enregistrement. Pourquoi? Parce que ils ont connu des années fastes, hein, 22, 23, 24, 21, 22, 23, 24, c'était des grosses transactions au plan national. Aujourd'hui, ça s'écroule un peu, notamment en une partie 24 et 25. Et donc, du coup, pour retrouver des ressources pour les départements, on augmente le taux, hein. C'est un grand classique. Donc, bon, voilà, c'est à la fois on a des mesures qui relancent l'immobilier, c'est la mesure précédente sur la donation, et à la fois on a ces mesures-là qui, je trouve, sont plutôt un frein à l'immobilier parce que ça renchérit le coût pour celui qui souhaite acheter un bien. Ouais, étant précisé que ça ne concerne pas les primo-accédants Oui, et que les départements auront aussi la possibilité de diminuer, ces taux pour les primo-accédants. Donc les primo-accédants ne sont pas, impactés par cette mesure. Heu, Comme ils peuvent bénéficier, ça fait une belle transition avec le prêt à taux zéro, prêt à taux non, zéro, donc un dispositif qui est un dispositif qui permet de faciliter l'accession à la propriété pour les primo-accédants. Le prêt à taux zéro était cantonné à certaines zones du territoire, notamment les zones les plus tendues. Désormais, dans le cadre de la loi de finances pour 2025, donc ce dispositif est étendu à l'ensemble du territoire français, pour les offres de prêt émises à compter d'avril 2025 jusqu'au 31 décembre 2027. Donc là, plutôt une bonne nouvelle. oui, Les crédits d'impôt, rapidement, donc il y a plusieurs dispositifs, plusieurs, aménagements et notamment sur la réduction d'impôt la plus connue, la réduction d'impôt dite Coluche, qui permet de bénéficier, d'une réduction d'impôt qui est égale à 75 du montant, contre 66 qu'on dans le cadre d'un don classique. On avait un plafond qui était majoré depuis quelques années de dons de 1 000 € qui est désormais pérennisé. Donc ça, c'est plutôt, une bonne nouvelle et ce dispositif, dit, réduction Coluche est étendu, aux dons effectués aux organismes d'intérêt général qui luttent contre les violences domestiques. Donc ça, oui. bonne Et nouvelle. puis le petit encadré qu'on vous a mis, alors on va pas rentrer forcément dans le détail, mais juste retenez un chiffre. L'année dernière, en 23, 54,5% et 55% des contrôles fiscaux étaient déclenchés par l'intelligence artificielle ou ce qu'ils appellent le data mining, c'est-à-dire l'analyse des données. Comment ils font ça? Ils font ça parce que vous savez, vous avez rempli la gestion, gérer vos biens immobiliers il y a 2 ans maintenant. Tout est sur impôts.gouv, tout est pré-rempli aujourd'hui. Et vous voyez là, ce qu'on vous a mis en encadré, c'est notamment les services à la personne, ou pour faire des recoupements entre ce que vous déclarez vous et ce que déclarent les organismes, ils ont besoin que tout soit extrêmement précis. Pour ceux qui connaissent un peu le sujet de la data, pour que la data soit analysée, il faut que tout soit bien rempli et que les champs soient tous correctement remplis. Et donc là, l'administration, c'est des petites mesurettes qui passent comme ça, mais qui va forcer, lorsque vous allez faire votre déclaration sur impôt.gouv, on vous forcera à bien remplir tous les champs. Sinon, vous ne pourrez pas aller à la fenêtre d'après et donc vous ne pourrez pas valider votre déclaration. Et là, c'est un peu le sujet sur les services à la personne. On veut savoir qui vous avez embauché, quel organisme, comment vous l'avez payé. Alors, c'était déjà le cas, mais on rentre dans des champs beaucoup plus bloquants.
peut-être aussi ça, on va passer vite, ce qu'on se disait avec Arnaud, ça concerne pas tout le monde. J'ai vu une question tout à l'heure dans le chat sur la stratégie des LBO. C'est un peu lié aujourd'hui, vous savez, c'est ce qu'on appelle le management package, c'est-à-dire que pour notamment des cadres dans des grands groupes ou même pour des startups, on essaye d'inciter les salariés à investir dans l'entreprise ou en tout cas du moins à les fidéliser. Plusieurs possibilités, des actions gratuites, des bons de souscription de part créateurs d'entreprise, les fameux BSPCE, les fameux stock options dont vous entendez très souvent parler. Et tous ces dispositifs bénéficiaient d'un régime fiscal ultra favorable. Enfin, ultra favorable. Considérez, je vous la fais très courte, hein. Je simplifie, c'est pas tout à fait exact, mais c'est pour que vous compreniez. En gros, c'était assimilé à de la plus-value, à des revenus du capital, donc au maximum à 30% de fiscalité, 12,8 d'impôt sur le revenu, 17,2 de prélèvements sociaux. Et puis patatras, à travers les discussions de la CMP, on découvre qu'en fait, on va vouloir assimiler la plupart de ces avantages, notamment les actions gratuites, à du salaire et non plus de la plus-value. Ce qui fait que tout à l'heure, je vous disais, on était au maximum pour les plus-values à 30%. Par contre, quand vous êtes en mode salaire, si vous recevez plusieurs millions d'euros d'actions gratuites, eh ben, vous allez taper tout de suite du 45% d'impôt sur le revenu selon le barème, plus 4% de CEHR, ça fait 49. Si vous prenez la contribution différentielle, vous aurez un petit supplément encore. Et puis, je vous rajoute un peu de prélèvements sociaux, etc. Donc, on monte à plus de 60% de fiscalité. Donc là, vous avez tout le monde des LBO, de la finance et des management packages qui sont en train de faire lobbying auprès du gouvernement pour faire sauter tout ce qui est dans cette slide. Donc, je vous dirais bien de prendre ça avec précaution parce que je pense que ça va pas durer très longtemps et on va revenir probablement à l'ancien régime. Donc voilà. Donc faites attention pour ceux qui sont sur ces sujets de BSPCE, AGA, stock option et plus généralement les management packages. Il faut faire gaffe. Il y a des gros mouvements en cours qui, à mon avis, vont bouger là. Je crois que c'était la une des Échos la semaine dernière. Je vous renvoie aux Échos sur le sujet. La fiscalité, donc les taxes sur l'immatriculation des véhicules neufs est de nouveau renforcée, hein, dans le prolongement de ce qu'on a vu ces dernières années, hein. L'idée du gouvernement, c'est clairement de taxer, l'acquisition de véhicules neufs polluants, notamment tous les véhicules, fonctionnant avec un moteur thermique. Et donc on a un alourdissement, à la fois donc, du malus CO2 et du malus au poids cette année. Alors le malus CO2, ça va se caractériser par un abaissement du seuil de déclenchement. Donc vous allez rentrer plus tôt dans ce barème, malus CO2 puisque, le en dessous de 118 grammes, de CO2 par kilomètre, en 2024, vous n'aviez pas de malus CO2. Ça tombe à 113 grammes en 2025 et ça va baisser de 5 grammes dans les années suivantes. Et en plus, donc on a un montant maximal de la taxe qui augmente aussi de façon significative. Donc avec un impact à la fois pour les véhicules les plus polluants, mais même quand on voit l'exemple qu'on vous a mis, hein, pour un véhicule qui émet 120 grammes de CO2, il avait un malus de 100 € en 2024, le malus passe à 210 € en 2025. Et par contre, donc pour les véhicules les plus polluants, l'exemple d'un véhicule qui émet 179 grammes de CO2, il se verra appliquer un malus de plus de 30 000 € en 2025, ce qui est quand même très conséquent, contre un malus d'un peu plus de 20 000 € en 2024. Oui. Et on a également donc un alourdissement du malus au poids, puisque les véhicules les plus lourds, clairement, ce sont les SUV, hein, qui sont visés. Donc le malus au poids s'appliquera aussi de façon plus rapide avec un abaissement du seuil de taxation qui descend de 100 kilos, qui se déclenchera à partir de 1 500 kilos. Ça, on se le disait aussi hier et puis plus généralement. Vous savez que la fiscalité, c'est pour inciter les gens. Alors, soit vous les sanctionnez, soit vous les incitez. Là, on est sur le mode sanction. Pendant très longtemps, on nous a dit qu'il faut basculer en hybride parce que vous n'aviez pas toutes ces taxes. Je résume hein, très, très, très vite. L'électrique était exonéré. Et puis là, en fait, on voit bien qu'au fur et à mesure, tout le monde rentre dans le système, puisque même les électriques vont rentrer dans ces systèmes de taxes, notamment de malus au poids. Alors, ils ont le droit à un abattement de 600 kilos pour le poids des batteries.
Mais forcément, comme tout le monde passe à l'électrique, le rendement de ces taxes diminue très fortement. Et donc, quand les rendements de taxes diminuent, vous augmentez soit le taux, soit vous augmentez le périmètre. Et là, en l'occurrence, ils augmentent le périmètre puisque les électriques rentreront aussi sur cette taxe malus au poids. Voilà, donc peut-être fiscalité des entreprises pour Ouais. les principales mesures. Et donc la principale mesure, c'est la CVAE. Je veux dire le feuilleton se poursuit, hein, donc pour rappel, la CVAE, c'est une contribution qui concerne les entreprises, ayant un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 €, contribution qui est calculée sur la valeur ajoutée générée par l'entreprise et dont le taux, varie en fonction du chiffre d'affaires. Donc, dans le cadre de la loi de finances pour 2023, il était prévu la suppression totale de la CVAE en 2024. Ça avait été repoussé dans le cadre de la loi de finances pour 2024 à 2027 et donc on a désormais une suppression totale qui est annoncée, qui est repoussée, à 2030. Avec donc vous avez sous les yeux, hein, les taux maximum d'imposition, 0,28 en 2024, pour aller donc, à 0,28, en 2026-27, 0,19 en 2028 et normalement 0,09 en 2029. Petite, particularité comme l'année dernière, donc il y avait un calendrier qui avait été défini avec une réduction des taux et une suppression initialement prévue en 2027. Le taux pour 2025 était déjà figé à 0,19 et donc ce qui est prévu pour rattraper un petit peu cette différence, c'est l'instauration d'une contribution complémentaire. Là aussi, l'idée, hein, c'est de faire rentrer cette contribution, sur l'année 2025. Donc, contribution, qui sera calculée et égale à 47,4 de la CVAE due au titre de 2025 et qui sera, à verser au mois de septembre. Donc cette contribution visera à rattraper, en fait, le taux de 0, enfin le taux maximum de 0,28. Bon, en sachant que ça, c'était les fameux impôts de production, hein. C'était ça que visait notamment Bruno Le Maire à l'époque, dans sa grande bonté mais bon, comme entre-temps les finances publiques ont vrillé, autant vous dire que ça, la suppression totale, je pense que ça va durer un bon bout de temps avant qu'on l'ait en totalité supprimé. Bon, c'est un avis personnel. Il se passe beaucoup de choses dans le chat. Merci à Laure et Valentin de répondre du tac au tac un peu aux questions. Notamment, je reprends une des réponses sur les taxes là qu'on a vues sur les véhicules. Oui, ils sont en train de créer un régime spécifique sur les véhicules d'occasion, parce qu'évidemment, quand vous avez des véhicules qui sont en circulation, qui ont évité ces taxes parce que les taxes n'étaient pas à l'époque en place, ils ont imaginé un régime spécifique pour certains véhicules d'occasion. Je vous renvoie à la documentation que vous allez voir sur Internet, vous trouverez des informations sur ces sujets. Peut-être un point rapide là, on va passer très vite. Vous savez qu'en France, il y a des zones, des territoires sur lesquels vous ne payez pas d'impôts pendant un certain temps. Souvent, ça va de 5 à 9 ans, pendant lesquels on vous dit vous ne payez pas d'impôts. La contrepartie, c'est qu'il faut aller implanter son entreprise dans une zone particulière. C'est quoi? Ça peut être les zones rurales qu'on a envie de revitaliser. On appelait ça les ZRR, on appelle ça maintenant les FRR, France Ruralité Revitalisation. Vous aviez ça aussi nous on a connu ça sur Angers, on avait tout un secteur qui était un peu des zones abandonnées, désindustrialisées, désaffectées. Et en fait, pour les relancer, on appelait ça des zones franches urbaines. C'est-à-dire qu'on disait, écoutez, on démolit tout et toutes les entreprises qui viennent s'implanter dans ces zones seront exonérées d'impôts pendant 5 ans et puis après, vous avez une exonération dégressive. Souvent, d'ailleurs, c'est des exonérations aussi sur le plan social, de cotisations patronales, etc., de taxes foncières, de CFE. Sachez que, comme le disait Arnaud hier, en France, on a quand même beaucoup de ces zones qui sont implantées dans beaucoup de communes. Donc, il faut quand même toujours être vigilant de se renseigner si vous n'êtes pas situé sur une commune qui serait dans une de ces zones. Donc là, c'est à vous rapprocher de vos experts comptables, hein, clairement. Et si vous avez des doutes, c'est à vous rapprocher des impôts pour être sûr que vous êtes bien dans une zone qui vous permet de ne pas payer d'impôts. Ouais, on a notamment les zones AFR qui couvrent une bonne partie du territoire. Oui, tout à fait. Finalité régionale. Un petit point là aussi, usine à gaz sur les micros.
Oui, alors c'est pas une disposition qui est incluse dans la loi de finances pour 2025, c'est la loi Lemeur qui a été, votée au mois de novembre 2024, mais qui a, remis un petit peu de l'ordre et qui a réaménagé le régime du micro, BIC pour les LMNP, hein, enfin pour les loueurs, en meublé, on en parlait tout à l'heure, avec, en fait, un retour en arrière pour les loueurs de meublés de tourisme non classés. Mais surtout donc, comme vous le voyez, l'application d'un abattement limité à 30 pour les revenus de 2025 et dans la limite de 15 000 € de recettes. Donc on a un alignement de la fiscalité, enfin de la fiscalité sur les revenus fonciers, puisqu'on aura exactement le même plafond de recettes et le même abattement donc pour les locations, de meublés de tourisme non classés je précise, hein. Mmh. Et en ce qui concerne les locations de tourisme classées et les chambres d'hôtes, là, en fait, on a un alignement du régime sur celui des autres activités meublées à compter de l'imposition des revenus de 2025, puisque ce type de logement bénéficiait, à la fois de seuils et de taux d'abattement qui étaient majorés. Et donc là, on a un alignement avec les locations meublées classiques et donc, à compter de 2025, donc un seuil de chiffre d'affaires à ne pas dépasser pour rester au micro de 77 700 et un abattement qui est appliqué sur les recettes de 50. Bon, ça, référez-vous au tableau, hein, téléchargez le support. Ce ce sera plus simple parce que difficile de s'y retrouver. Ouais, c'est vrai, vaut mieux l'avoir, Vous voulez sous les l'avoir à yeux parce côté, que ouais. ouais, on s'en mêle facilement les pinceaux. 2 crédits d'impôt qui ont été, supprimés, enfin crédit ou réduction d'impôt. Le premier donc la réduction d'impôt pour frais de comptabilité, dont bénéficiaient les adhérents à centre de gestion. Donc beaucoup de loueurs en meublé justement ou de professions, libérales, bénéficiaient de cette réduction d'impôt qui pouvait aller jusque 915 € par an. Donc là, c'est désormais, définitivement supprimé à compter de 2025. Donc Mmh. réduction d'impôt qui s'applique pour la dernière fois au titre de 2024. Suppression également donc du crédit d'impôt, pour la formation du chef d'entreprise. Les chefs d'entreprise pouvaient bénéficier, d'un crédit d'impôt jusqu'au 31 décembre 2024 en fonction du nombre d'heures de formation qu'ils avaient suivies au cours de l'année, qui était plafonné à 40 heures par an. Et donc, là aussi, ce dispositif est supprimé, où ça permettait d'avoir un crédit d'impôt, de l'ordre de 800 € par an. Et puis bon, là, peut-être diverses, mesures, bon, qui impactent, probablement peu nos clients et probablement peu vous aussi. C'est la fameuse, surtaxe, liée à l'IS pour les très grands groupes, hein. Donc, ça concerne quelques dizaines de grands groupes, en France, hein, puisqu'il faut faire un chiffre d'affaires, qui dépasse 1 milliard. C'est ce qui a déclenché le tollé, LVMH, Michelin, et autres. Donc bon, on passe très vite parce que clairement c'est pas notre cœur de client et ça concerne très peu de personnes. C'est très politique, ces sujets-là. Et pareil, ce qu'ils appellent les buybacks, hein, les rachats de titres dans les grandes entreprises, idem, chiffre d'affaires, qui est supérieur à 1 milliard d'euros, vous avez, une surtaxe qui est mise en place. Bon, encore une fois, ça concerne quelques dizaines de personnes. Et peut-être, un petit point pour ceux qui connaissent le monde viticole agricole. Alors, tout ça pour vous dire quoi? Que, devant un peu la crise agricole et viticole, le législateur développe, des régimes d'exonération très puissants, pour les agriculteurs, les viticulteurs, notamment en cas de vente. Donc là, vous avez les 3 premières lignes enfin les 4 premières lignes du tableau qui vous, disent, qu'en gros, quand vous vendez votre, exploitation, vous avez potentiellement une exonération de plus-value. Je ne rentre pas dans le détail de tous ces dispositifs, on n'a pas le temps, mais sachez que l'État là-dessus, n'y va pas de main morte et c'est relativement favorable. Vous avez une petite mesure qui est passée, qui est celle tout en dessous, qui permet aussi de transférer des terres, viticoles, agricoles, et là, ce qui est visé, c'est notamment le monde viticole. C'est lorsque vous, donnez, par voie de succession, les terres à vos enfants. Et en fait, on s'est rendu compte que même avec des petits abattements,
quand vous êtes à côté de terres qui sont détenues par LVMH ou François Pinault ou je ne sais qui, bah, parfois votre hectare, au lieu de valoir 200 000, 300 000, il vaut tout de suite plusieurs millions d'euros. Et donc, ça rendait intransmissible auprès des enfants des hectares de vignes qui étaient proches de ces grands vignobles. Et donc, ils ont créé un dispositif un peu sur la base du pacte du Trail, qui, au passage, n'a pas été bougé cette année, qui permet d'avoir un abattement de 75% sur la valeur des terres que vous transférez, sous réserve de quoi? Bah, sous réserve que les biens soient loués à long terme, c'est-à-dire au minimum pendant 18 ans. Et ça peut permettre de transférer des terres jusqu'à une valeur de 20 millions d'euros. Donc, vous transférez des vignes qui valent 20 millions d'euros, je pense peut-être Bourgogne, là, notamment. Dans nos régions angevines, le prix d'hectare est plus petit. Euh, et bien, dans ces cas-là, vous avez le droit à un abattement de 75%. Donc, c'est ultra favorable. Euh, et donc, voilà, on essaye de soutenir le monde viticole agricole pour éviter que ça soit systématiquement vendu à des grandes familles ou des grands groupes et que ça reste dans les familles d'origine. Et pareil, bon là, je passe pour ceux qui sont dans le monde agricole, ça vous parlera. On a un régime spécifique pour les déductions pour épargne de précaution. C'est lorsque il peut arriver des pépins sur des saisons ou des campagnes. On avait créé un dispositif qui là est touché un petit peu. Pareil sur le crédit d'impôt haute valeur environnementale. Vous avez ça des fois sur des étiquettes, notamment des bouteilles. Et puis un régime aussi aménagé sur le BA pour les GAEC. Je passe. Peut-être, Arnaud, on fait un petit point sur Ouais. Mmh. La la TVA. Mmh. fameuse mesure qui a fait peut-être le plus de bruit en ce début d'année. Oui, tout à fait. Effectivement, ça a un peu mobilisé l'actualité là, sur la première quinzaine du mois de février puisque il est prévu et c'était voté, un abaissement assez drastique du seuil de la franchise en base de TVA, donc qui est passé à 25 000 € pour toutes les activités. Rappelons que par le passé, quand vous avez une activité de vente de marchandises, de livraison de biens et que vous étiez, en dessous du seuil de 85 000 €, vous pouviez rester en franchise. Et donc là, le seuil a été abaissé de façon drastique au 1er mars 2025. Devant un peu le tollé, la mobilisation notamment, des fédérations, d'auto-entrepreneurs. Il y a une période de concertation qui a été, ouverte au cours du mois de février, période de concertation et de suspension même de la mise en application de cette loi. Heu, Période de suspension donc qui s'est achevée au 28 février 2025 et donc là, on a une nouvelle mesure, enfin période de concertation et une nouvelle suspension de la période jusqu'au 1er juin 2025. Donc, concrètement et clairement, la loi est bien votée. En théorie, ces nouvelles dispositions et ce nouveau seuil de franchise en base de TVA s'applique au 1er mars 2025, mais l'application est suspendue jusqu'au 1er juin 2025. Donc, les contribuables concernés n'ont pas encore l'obligation de faire le nécessaire, c'est-à-dire de s'immatriculer auprès des services fiscaux et d'appliquer la TVA sur leur chiffre d'affaires. Ouais, je vois dans le chat là des questions sur les seuils de TVA. Il y a un seuil de 37 500 qui circule. En fait, ils sont en train d'imaginer, de ce que moi j'ai compris, notamment un seuil spécifique pour le BTP, parce qu'en fait, le régime auto-entrepreneur, c'est le monde aussi de la fédération du bâtiment qui est pas contente parce qu'ils appliquent pas de TVA au niveau des auto-entrepreneurs et donc ça fait concurrence déloyale. Donc ils sont en train d'imaginer revenir un peu en arrière, mais de maintenir quand même un seuil relativement bas pour tous ceux qui seraient dans le BTP. Sincèrement, là, c'est des grosses négos. On devait le savoir en mars, c'est reporté à juin. Le reste, c'est que de la politique fiction. Tant qu'on n'a pas définitivement les seuils, je peux pas vous dire si tout ce qui sort dans la presse aujourd'hui est sérieux ou pas. Je pense qu'il y a beaucoup de lobbying de part et d'autre, donc à suivre l'arbitrage final. Mmh. Autre mesure, plutôt là une bonne mesure, une mesure de simplification.
relative donc aux attestations permettant de bénéficier du taux réduit, hein. Vous savez que dès lors que on établit, des travaux dans des locaux d'habitation de plus de 2 ans, on peut bénéficier du taux réduit, mais il y a une condition, de forme qui est de faire signer le client, une attestation dans laquelle il précise et il rappelle que les conditions sont bien respectées et notamment que les travaux sont effectués dans des locaux d'habitation de plus de 2 ans. Donc cette obligation d'établir une attestation est désormais supprimée, donc mesure de simplification et désormais on doit simplement mentionner sur le devis ou la facture, le fait que, on doit préciser la nature des travaux et le fait que les travaux sont réalisés dans des locaux de plus de 2 ans et le client final doit, simplement, signer, ce devis et cette facture et cette signature donc remplace l'attestation qui était auparavant, obligatoire et donc ça, cette mesure de simplification entre en vigueur au 16 février 2025. Autre mesure qu'on vous a mis tout en bas là et qui est Ah, peut-être pardon, juste peut-être très excusez-moi. rapidement sur l'installation de chaudières donc qui utilisent une énergie, fossile, gaz, fioul, notamment où là le taux à la fois donc sur la livraison, sur la pose et tous les travaux d'installation, donc le taux que est passé, du taux réduit au taux de 20 à compter du 1er mars, également. Donc ça, c'est plutôt une mauvaise nouvelle, étant précisé que en revanche, tous les travaux d'entretien, de maintenance, eux, continuent à pouvoir bénéficier du taux réduit. Mais on vous a remis aussi un petit calendrier de la facturation électronique, hein. Vous savez, c'est le chantier fiscal un peu des prochaines années. On a eu le prélèvement à la source il y a quelques années maintenant. Et là, on est sur la facturation électronique, toujours dans ce côté digitalisation. Euh, Vous connaissez le calendrier, je n'y reviens pas. La seule modification qu'on a eue, c'est que à l'automne dernier, on a eu un communiqué un peu de Bercy qui est venu dire que vous ne pourrez plus passer par le portail de facturation publique, alors, portail public de facturation, comme vous voulez. C'est-à-dire que l'État avait créé un système qui disait que, bon, pour les petites entreprises, notamment pour pas qu'il y ait de surcoût pour gérer cette facturation électronique, tu pouvais passer par le portail public de facturation. C'est-à-dire que tu n'étais pas obligé de passer par une plateforme privée qui te gère le système facturation électronique. Je résume. Et là, il nous annonce en plein milieu du déploiement que, en fait, désolé, il faut que tout le monde passe par une plateforme privée. Là, on ne pourra pas utiliser, les petites entreprises notamment ne pourront pas utiliser le portail public de facturation. Ça, c'est un coup dur quand même, hein, puisqu'on nous avait annoncé que pour les petites entreprises, ce serait finalement gratuit, alors qu'en fait, vous allez tous devoir aller vous trouver ce qu'on appelle des PDP et tous les termes magiques qu'on reconnaît dans la Mmh. facturation électronique. Donc bon, soyez vigilants là-dessus, hein. Et puis peut-être pour finir, parce que on arrive à la fin et on va vous laisser vaquer à vos occupations, quelques petites mesures sociales, mais vraiment très rapides. Oui, donc effectivement, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, sans gros impact, donc on a le la prorogation, de certains dispositifs d'exonération fiscale et fiscale, donc notamment le dispositif d'exonération des pourboires remis aux salariés, le dispositif de monétisation des jours de repos, et l'exonération également, lors de la prise en charge facultative par l'employeur des frais de transport. En revanche, d'autres, avantages sont définitivement supprimés par la loi de finances pour 2025, et notamment le dispositif des emplois francs à compter du 1er janvier 2025, donc dispositif qui n'existe plus. C'est notamment les emplois qui étaient dans les quartiers prioritaires C'est de ça, la les ville. QPV. Mmh. Donc, merci d'être resté connecté à la présentation. Je vois qu'on a toujours été à peu près entre 600 et 650. Juste quelques petites questions que je prends. Donc, la stratégie de sortie des LBO. Bon, attention au management package. Le LBO aussi, c'est toute la question des sorties de liquidité. Encore une fois, moi, je préconise, avec des bons calculs, de sortir les dividendes maintenant. Si vous ne l'avez pas fait en 23 à 24, je pense que la flat tax n'a pas de beau jour devant elle, entre guillemets. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu d'autre comme question? Bah, il y a beaucoup de choses sur les LMNP, mais on vous l'a dit. Je remonte tranquillement.
Pareil, je vois qu'il y a beaucoup de questions sur les donations là, et le nouvel abattement. Ce que disent Valentin et Laure est vrai. Hein, il faut attendre aussi beaucoup la communication de l'administration fiscale Mmh. parce que sans ces précisions, vous n'aurez pas euh, le détail. Là, on n'a que le texte. Et sur les organismes de gestion agréés, je vous confirme qu'il n'y a plus d'intérêt. Enfin, sur les à adhérer, puisqu'il n'y a plus de réduction d'impôt, il n'y a plus de majoration de 25%. C'est la fin de ces organismes. Par contre, les honoraires sont bien déductibles des charges, donc vous aurez juste plus de réduction d'impôt. Sur les auto-entrepreneurs, attendez, restez vigilants. Sur les management package aussi. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. On arrive au bout de cette présentation. On vous remercie. Le support, il va être mis à disposition à suivre. Il y a toujours un petit temps de latence. Nous vous remercions et si besoin, eh bien, vous pouvez prendre contact avec nous, soit moi à travers ma adresse mail, soit Arnaud auprès Mmh. de son adresse mail aussi. Vous avez tout ça dans le support. Merci à tous. Merci à tous. À bientôt. Au revoir.